Bon, du coup, les gars, on se retrouve pour une vidéo qui va changer un petit peu de d'habitude. Comme vous avez vu sur la vidéo avec la 911 de Christophe, qui est toujours là, mais cette fois, je l'ai kidnappé dans le GT4. On a en fait envie de vous parler un petit peu de l'automobile de maintenant. On peut déjà faire un focus un petit peu sur Ferrari. Moi, je sais que personnellement, depuis qu'il n'y a plus Pininfarina au design, je trouve les designs beaucoup moins jolis. La F12 que t'as, c'était la dernière très belle Ferrari, la dernière Pininfarina au final. Ouais. Et qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu de tout ça? Alors c'est vrai que tout ça c'est très personnel parce que tu parles à des jeunes de 18 ans et ils trouvent les dernières Ferrari ils trouvent que le look est incroyable, Ouais. etc. Moi j'ai 41 ans et j'ai connu l'ère, tu vois, des vieilles Ferrari qui étaient pour le coup vraiment vieilles et vraiment, tu sais, la Ferrari de Magnum, tout Mhm. ça. Voilà, quand j'avais 5 ans, c'était ça que je voyais dans les rues. Et euh, et c'est vrai que j'ai toujours adoré les designs Pininfarina. Tu vois, la F12 et la 458, Ouais. c'est les deux dernières designées par Pininfarina. Mhm. Et tu vois que déjà la 812, c'est plus Pininfarina, mais elle est quand même basée sur la F12. La 812, c'est quand même un gros restyling de la F12. La mécanique, le châssis, tout ça, c'est le même. T'as juste la carrosserie qui a un peu changé, la mécanique a un peu évolué, l'intérieur a un peu changé, mais grosso modo, ils se sont quand même basés sur la F12 pour faire la 812. Mais si tu regardes les dernières qu'ils ont designées in-house complètement, moi je suis moins fan, quoi. Moi j'aime pas trop. Mais encore, comme je te disais, il y a des jeunes maintenant qui trouvent ça incroyable, mais moi j'aime pas, ouais. Est-ce que tu penses qu'on est aussi un peu vieux con? Tu sais, où on est un peu en mode ah moi c'était mieux à mon Oui, époque, etc. ouais. Le problème quand t'as une marque comme Ferrari, c'est que c'est quand même une marque qui a une histoire et un contexte incroyable. Ouais. Et quand t'es passionné de la marque, t'es attaché à ça. Mm. Quand il y a un gros changement, ben tout de suite ça te perturbe. C'est un peu comme les Porschistes qu'on disait sur l'autre vidéo, que dès qu'il y a une nouvelle innovation, ils sont choqués. Tu vois, moi par exemple, toutes les hybrides, Mhm. je suis pas fan. Je préfère une voiture qui est pas hybridée, mais c'est vrai que c'est ultra efficace, c'est ultra rapide, et je pense que Ferrari et Lambo et toutes ces marques-là, ils avaient pas le choix. Ils étaient obligés de passer à l'hybridation pour les normes Ouais. de l'Union européenne, tous ces trucs-là, ils avaient pas le choix. Mais tu vois, je trouve par contre que moi c'est pareil. Il faut savoir que pour moi, les gars, l'âge d'or de l'automobile, pour moi encore une fois, c'est 2006, 2008, 2009, 2010, cette zone-là un petit peu où c'était des voitures encore très analogiques, qui étaient très brutes. Il commençait à peine à y avoir de la technologie pour en Mhm. fait fiabiliser le tout, mais c'était encore très brut et très violent. Et typiquement, moi, une 430 Scuderia, je trouve que c'est une caisse de fou. Une Murcielago, j'en parle même pas. Voilà. Et sur Ferrari, je suis d'accord avec toi. Et ce qui me fait dire qu'on n'est peut-être pas non plus tant que ça vieux con, c'est qu'on dirait pareil pour Lambo. Mais tu vois, par exemple, Mhm. une Huracan, je trouve ça magnifique. Une Temerario, j'ai un peu plus de mal, mais ça va encore. Une Revuelto, je trouve que c'est splendide. Pareil chez Porsche, tu vois, une Mhm. GT3 RS, les dernières, je les trouve magnifiques. Il y a que chez Ferrari où j'ai vraiment ce truc où je me dis, ah, le design, on a perdu, quoi. Et quand on voit la Luce, ah, je suis Ouais. désolé, mais là, franchement, c'est... Mais tu sais que c'est dingue, et les gars, vous l'avez sans doute vu, la Luce est sold out. Ils ont tout vendu. Ouais, mais je sais pas si c'est vrai. Honnêtement, je vois Marché pas comment c'est asiatique. possible. Ouais, mais Marché tu vois, asiatique. Je me dis, ça, tout ce qui est Asie, ouais, tout ce qui est Chine et tout ça, peut-être que... pour moi, toutes les dernières Ferrari, la 849 Testarossa, la 296, Mhm. la SF90, tous ces trucs-là, tu peux aimer ou pas en fonction de tes goûts. Ouais. Mais la Luce, c'est une abomination. Enfin, je sais pas comment ils ont pu faire ce design. Je suis désolé, mais ils auraient pu faire un modèle beaucoup plus élégant, beaucoup plus dans les codes de Ferrari. Parce que Mhm. là, c'est pas, ils ont voulu casser les codes complètement. Totalement. Mais pour moi, ils se sont un peu foirés, quoi. Et quand ils disent qu'elle est sold out, je sais pas, franchement, j'ai du mal à le croire, quoi. Tu sais, chez Ferrari, il y a quand même cette chose qu'ils font où ils te disent, il faudrait que t'achètes, si tu veux un modèle Bien spécial, il sûr. faudrait que t'achètes telle ou telle voiture. Je crois qu'ils l'ont pas fait. En tout cas, ce que moi je sais en Europe, c'est qu'ils l'ont pas fait. Ils ont pas Ouais. obligé des clients à acheter la Luce pour pouvoir derrière acheter une voiture spéciale. Tu penses? Ouais, ouais, Ok. je le sais. Ok. Je le sais par des Des amis qui sont connaissances, ouais. clients et puis des amis qui bossent chez Ferrari. Mhm.
Par contre, en Asie, je ne sais pas, peut-être qu'ils l'ont fait. Peut-être qu'en Asie, ils ont dit, écoute, si t'achètes pas cette voiture, derrière, t'auras pas. Et puis, en Chine, ils sont 1,5 milliard de personnes. Ouais. Et ils ont la plus grosse concentration de millionnaires, de la planète. Donc, tu trouves des gens qui vont l'acheter, tu vois. Peut-être qu'il y a des gens qui l'aiment aussi, la voiture, hein. Mais, en tout cas, ils l'aiment pas pour la marque Ferrari. Peut-être qu'ils peuvent aimer l'objet, etc. Mais pour moi, elle est pas connectée ni à l'histoire de la marque, ni au code de design, ni à rien quoi de la marque. Donc c'est dommage. Et c'est vrai que je vais peut-être essayer de vous mettre à l'image. J'ai vu une vidéo de la Luce qui roulait parce qu'on l'a tout le temps vue en statique. Elle est encore plus moche en roulant. Elle est microscopique. Elle fait vraiment petit Lego qui se balade. Quand je l'ai vue, j'ai fait oh, elle est encore pire. Je me suis dit peut-être que sur les photos, tu sais, bah typiquement qu'est-ce que ça m'a fait la dernière fois? J'arrive pas comme ça à me souvenir d'un modèle où je me suis dit bah si, la Testarossa, la 849. Je la trouvais immonde en photo. Ouais. Et en vrai, je suis pas très fan, mais je me suis dit c'est quand même moi, un peu mieux. C'était pareil. Je l'ai vu en photo, j'aimais pas. Mais je suis allé l'essayer sur circuit et quand tu la vois en vrai, c'est mieux. Ok, il y a peut-être des petites choses où tu dis ils auraient peut-être pu faire différemment, mais elle est belle. Ça va en vrai, elle est. Et la Luce, ça a l'air d'être l'inverse. Genre, elle est limite plus jolie en photo. La Luce, je l'ai pas vue en vrai, mais déjà en photo, j'ai du mal. Donc ouais. Et le truc, c'est que comme tu disais, ça sort complètement du design Ferrari. Enfin, ça a pas beaucoup de sens en fait par rapport à l'histoire de la marque, quoi. En fait, ce qui s'est passé, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est que bon, le management a un peu changé. Benedetto Vigna, le CEO de Ferrari, c'est quelqu'un qui est un ingénieur à la base, il vient, je sais plus de quelle entreprise il vient, mais à la base, il est ingénieur. Il a développé des systèmes d'accéléromètre, de gyroscope et trucs comme ça. Donc c'est vraiment une tête quoi. Mais il est pas passionné par les voitures. Okay. C'est un peu ça le problème, d'après ce que j'ai pu comprendre. Donc lui, il adore la Luce parce que il y a je sais pas combien d'innovations technologiques dedans. Ils ont développé plein de patentes qu'ils ont déposées, etc. Donc pour lui, il voit la Luce comme un succès parce qu'il voit le côté technologique, tu vois. Et à côté de ça, bah t'as les passionnés qui s'en foutent un peu de la technologie, quoi. Je veux dire, les vrais passionnés de la marque Ferrari, c'est pas forcément des clients de voitures électriques à la base, ni même de voitures hybrides. Bon, les voitures hybrides, ils s'y sont faits petit à petit parce que c'est vrai que c'est quand même ultra efficace, c'est ultra puissant. La 296, par exemple, c'est une des meilleures voitures que j'ai conduites. Vraiment. Je l'ai conduite, j'étais surpris parce que je m'attendais à rien. Et la boîte est incroyable, les freins sont incroyables, le moteur fait un bruit sympa alors que c'est un V6 hybride. Il l'appelle Piccolo V12 parce que c'est un V12 coupé en deux, enfin bref. Le petit V12. J'étais surpris par le bruit, j'étais surpris par la dynamique de la voiture. Incroyable cette voiture. Mais après, le design extérieur, je trouve il manque de quelque chose, elle est un peu fade, tu vois. Mais la voiture est incroyable. Pareil, j'ai conduit la 849 Testarossa, incroyable sur circuit. Mais c'est une voiture, voilà, ça fait 1000 chevaux, 1050 chevaux. Je veux dire, dès que tu touches l'accélérateur, t'es à 150. Donc en fait, comment tu fais pour prendre du plaisir avec une voiture comme ça? Donc là, je rejoins un peu ce qu'on disait tout à l'heure, qui est que pour moi, les voitures modernes, pas que Ferrari, mais de manière générale, elles sont aseptisées par la technologie et elles vont extrêmement vite, elles sont extrêmement efficaces, mais elles sont tellement efficaces que t'as beaucoup moins d'émotions. Ça fait très cliché de dire ça, mais c'est vrai. C'est vrai. Tu prends... j'adore, hein, c'est une marque que j'adore, vraiment, c'est potentiellement la prochaine voiture que j'aurai, j'adore McLaren. Mais faut reconnaître que c'est des voitures où vous prenez une 720S, vous mettez pied dedans, vous êtes déjà à des vitesses mais qui sont délirantes et vous n'avez pas encore ressenti vraiment toute la quintessence de la voiture parce que justement c'est beaucoup trop loin. Alors qu'à l'époque, quand on a fait l'essai Batta Modena, il n'y a pas besoin de rouler à des vitesses dingues. Vous roulez fort mais ça va. Et en fait, vous allez avoir énormément de ressentis parce qu'il y a des odeurs, parce qu'il y a du bruit, parce qu'il y a des sensations. Toi, tu l'avais en boîte méca. Je sais pas si tu connais le YouTuber Shmi en anglais. Ouais, bien sûr. Mais il a posté il y a 2-3 jours là une photo où il essaye une challenge Stradale boîte méca, convertie en boîte méca. Et il arrête pas il a un smile jusque là alors que lui il a une collection de malades. De malades. Et justement, il cherche sa prochaine Ferrari et il venait d'essayer juste avant une Pista. Et il dit, écoute, la 488 Pista, c'est ultra efficace. C'est une des plus belles Ferrari d'un point de vue de design qui a été produite. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Je pense que c'est une de mes Ferrari préférées ever. Ouais. Mais par contre, moteur turbo ultra puissante, je sais pas si tu en as conduit une. Une Pista? Ouais. Non, jamais. Moi, j'en ai conduit une et en fait, t'accélères
tout de suite t'es à la zone rouge à Mhm. cause ça monte tout de suite et quand tu changes le rapport, je sais pas comment expliquer ça, mais t'as pas de longueur de rapport. Tu fais Ah oui. tout et ça était en 7e et t'es Mhm. à 300. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et t'as pas eu le temps de profiter de la montée de régime, L'inverse du GT4. ouais, ou l'inverse de la Modena. Voilà. La Modena, tu tires dans les rapports, bah, ça fait un bruit de malade et en fait t'es à 80 à l'heure. Ouais. Et ça, c'est vrai que on en discutait aussi. On arrive dans une époque où la F80, donc de chez Ferrari, euh, Ultra efficace. ultra efficace, tout ce qu'on veut. Mais honnêtement, vous me mettez sur un circuit, vous me mettez une LaFerrari et une F80, mais je réfléchis même pas une seconde. Je prends instantanément la LaFerrari pour faire un tour. Ouais. Parce que déjà, elle fait beaucoup plus de bruit. La F80, on l'a vu rouler, mais c'est un aspirateur, le machin. Et Ils viennent de sortir un échappement sport, mais qui est pas homologué pour la route, qui voilà, fait un beau bruit, mais qui bon, fait un si beau c'est bruit. pas homologué Si pour c'est la pas route. homologué, merci quoi. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est que je trouve qu'on est rentré dans une époque où maintenant, c'est quand même très compliqué, tu vois, de trouver des voitures où tu as vraiment le smile, comme tu disais, où tu Mhm. trouves vraiment beaucoup de plaisir à les conduire. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une telle demande sur les voitures d'occasion. On voit des sociétés de vente de voitures d'occasion Les qui Scuderia, explosent. les Challenge Mais Trainer. oui, Maintenant, ça vaut 500 000 mais oui, euros, hein, il une y a un Scuderia. rush actuellement sur toutes les Ferrari d'occasion. T'as vu le prix des F12 TDF? Ouais, ouais. C'est devenu mais délirant parce que tous les gens en fait se disent mais attends, c'était ça en fait la belle époque et vraiment l'automobile. Et en fait les gens se disent putain, c'est des capsules temporelles. Et surtout, on oublie, quand on conduit des voitures modernes, on oublie le bruit et les Ouais. sensations que Bien sûr. procuraient les voitures d'il y a 10 ans, quoi. Mais oui, C'est un truc de fou. c'est totalement ça. Et là, on parle, parce que là, ok, on est dans un GT4, on parle de Ferrari, de Porsche. Il y a beaucoup de personnes qui vont regarder et qui vont se dire, oui, bon, d'accord, les gars, Mais c'est pareil surtout, ouais. vous êtes déconnectés de la réalité. Mais non, pas du tout. Je vous ai sorti une vidéo sur la C3, Citroën C3, 20 000 euros. Et je vous ai fait plusieurs vidéos aussi sur des voitures beaucoup plus abordables. Moi, je suis désolé, mais à un moment, toutes ces aides aussi électroniques, franchissement de ligne, le machin qui bip pour te dire que tu es au-dessus de la vitesse, c'est insupportable et ça casse ce plaisir de conduite. Complètement, ouais. Et en plus de ça, ce qu'il faut bien que vous réalisiez, c'est que le prix des voitures est devenu complètement délirant parce que tout a augmenté. Mais ça a aussi augmenté parce que ces technologies de franchissement de ligne, de panneaux, bah vous les payez. Ça coûte cher. Mais ouais. oui, les constructeurs sont obligés de les mettre dans les voitures, donc ils les mettent. Mais derrière, bah ils font augmenter le prix pour revenir dans leur marge. Mm. Mais en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et puis toutes les technologies hybrides, toutes les technologies Mais oui. électriques, ça complexifie la voiture, De fou. ça c'est plus de coûts, c'est plus de. Ouais. Moi, je me souviens d'une époque, bah, encore une fois, 2006-2007, quand j'étais petit, c'était une voiture qui me faisait, c'était mon goal absolu quand j'étais petit. Ils ont annoncé l'Audi R8. Ouais. L'Audi R8, je me souviens, c'était prix de base 100 000 euros. Ouais. Maintenant, vous achetez une RS3, c'est 100 000 euros. Mm. Enfin, il y a quand même il y a une Il y a différence. un truc qui va pas. Il y a un truc qui va pas. Malgré que la RS3 soit une super voiture. Mais c'est pas la même gamme. Moi, j'ai eu quand j'avais 21 ans, j'avais économisé pendant 3 ans et je m'étais acheté une Clio RS 182 chevaux. Ouais. Elle était sortie quelques années avant et je me souviens très bien, je l'avais payé 17 000 euros et la voiture prix catalogue, elle était 21 000 euros. Neuve. Ouais. 21 000 euros, je l'avais acheté avec 3-4 000 kilomètres, 17 000 euros. Et c'était des voitures à l'époque où il y avait même pas d'option. Enfin, tu pouvais rajouter aucune option. Donc, tu l'achetais 21 000 et c'était tout, quoi. Et donc, il y avait une option, c'était le régulateur de vitesse, quoi. Voilà, c'est tout. Mm. Et j'avais acheté cette voiture, 17 000 euros. Et c'était incroyable au niveau des sensations. 182 chevaux, ça pesait une tonne 100, tu vois, même pas. Ouais. C'était incroyable. C'était vraiment une école de conduite. C'est avec ça que j'ai appris à conduire. Aujourd'hui, pour 20 000 euros, t'as quoi? Bah, une C3. Mais ouais, mais diesel ou toute pourrie ou hybride. Essence. Et voilà. bah, celle que j'ai eue. Essence, boîte méca, 100 chevaux. Voilà, c'est ça. Alors que là, t'avais quand même une Clio RS 182 chevaux, neuf chez Renault, quoi. C'était. On est rentré dans une époque comme ça et j'ai peur malheureusement que ça va pas s'améliorer. Il y a certains constructeurs qui font quand même un peu machine arrière. On voit Porsche typiquement. Moi, ça me fend le cœur. C'est une marque que j'adore et qui a bu un bouillon terrible avec tout ce qui est le Taycan, tout ce qui est ce genre de truc. Ils sont en train de licencier, je crois, 500 ou 5000 personnes. Je sais plus. C'est colossal parce qu'en fait, personne ne veut acheter ça. Le problème, c'est que les constructeurs moi, ça me fait un peu de la peine pour eux aussi parce que les constructeurs sont obligés d'intégrer des technologies qui sont rendues obligatoires par l'Union européenne, ce qui est complètement stupide parce que tu vas aux États-Unis, c'est pas le cas, tu vas en Chine, c'est pas le cas. Donc, en fait, on se fait bouffer par la concurrence chinoise parce que l'Europe est obligée de concurrencer des voitures électriques chinoises, par exemple, où les Chinois sont carrément en avance sur nous sur cette technologie.
Nous, on sait faire d'autres choses en Europe. Nous, on sait faire des châssis, on sait faire des voitures qui transmettent des émotions. Tu vois les marques comme Renault, Peugeot, ces voitures qui faisaient des voitures de rallye, qui faisaient des... Où ils ont arrêté tout ce qui est Mégane RS, Clio RS. Ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté à cause des normes européennes. Ouais. Et du coup, ils sont obligés de faire des hybrides et des électriques sur lesquels les Chinois nous mettent une longueur d'avance, quoi. Donc en fait, c'est triste. Et il faut arrêter aussi cette hypocrisie gigantesque et cette mascarade. Je suis désolé. Quand ils nous disent faut sauver la planète. On va prendre l'exemple de la France que tu connais aussi très bien. Ouais. Quand on voit que maintenant il y a des malus à 80 000 euros. Non, mais c'est la folie. 80... Et puis là, ils disent 100 000 euros dans l'année prochaine. Vous achetez une Yaris GR, ça vaut 50 000 euros, vous avez un malus de 80 000 euros. Ouais. Mais arrêtez, on marche sur la tête complète, vous êtes en train de tuer une industrie, de mettre des gens en fait au chômage, tout simplement. Et c'est pas ça qui va résoudre. La France ou même l'Europe, c'est une goutte d'eau dans l'océan du monde. Ouais. Les Américains n'en ont rien à faire. Vous avez vu le vlog à Miami, ils ont tous les énormes pick-up qui polluent. Ils s'en foutent. Ouais. En Inde, ils sont en pleine croissance économique, ils en ont rien à faire des voitures électriques. Je vais te dire un truc, je sais pas si tu connais le chiffre, mais toutes les émissions de CO2 de la France, donc tout, le transport, l'agriculture, toutes les émissions de CO2 de la France, ça représente 1% de la planète. Voilà. Donc ça veut dire que si la France passait à net zéro émission, ce qui est impossible, ça économiserait 1% de CO2 au niveau de la planète. Bah oui. À côté de ça, juste les Chinois et les Indiens, c'est 35%. Ouais. Donc en fait, il y a un moment où, oui, on peut se tirer une balle dans le pied, mais là, ce qu'on est en train de faire, c'est que en Europe, on était fort sur deux choses dans l'automobile. T'avais les Allemands, grosso modo, qui étaient forts pour les berlines puissantes, les voitures de sport, etc. Et t'avais les Français qui étaient forts sur les voitures, les petites GTI, compactes, économiques, mais qui sportives quand même. Et voilà, on était en gros fort sur ces deux créneaux-là. Et ces deux créneaux-là que nous-mêmes, on est en train de se tirer une balle dans le pied parce que les voitures puissantes allemandes, tout ça, c'est fini. L'Union européenne, ils sont avec les normes sur le CO2 justement, ils sont en train de tuer cette industrie. Et on est aussi en train de tuer l'industrie des petites voitures compactes, sportives, légères, etc. parce que on ramène les voitures chinoises avec lesquelles on peut pas concurrencer. Donc en fait, l'industrie automobile européenne, c'est dommage, mais c'est l'Union européenne qui elle-même est en train de se tirer une balle dans le pied, quoi. Ouais. Pour moi, il y a pas de doute. Non, mais c'est sûr. Et on le voit. Il y a certaines sociétés, vu qu'au début on parlait typiquement de Ferrari aussi. C'est des sociétés qui ne peuvent pas vivre de ce nouvel écosystème parce que, comme on disait, ils font la luce. Et la luce n'est pas l'ADN de Ferrari. Lamborghini arrive encore un petit peu à résister avec la Revuelto. Il y a de l'hybride, un V12, etc. Mais peut-être qu'un jour ça viendra que Lambo fasse une Lamborghini 100% électrique. Ils ont essayé, ils avaient présenté quelque chose. Ouais. Tous les clients ont dit on n'en veut pas. Et en fait, ils ont dit on va là, pas la faire. En tout cas sur le marché européen, c'est la même chose avec la Luce. Ouais. Peut-être qu'ils en vendent en Asie et je leur souhaite, tu vois, que ce soit pas un flop commercial complet parce que ce serait mauvais pour la marque. Ouais. Mais pour l'instant en Europe, moi j'ai un gros network de clients de Ferrari. Parce que moi, je suis un petit propriétaire de Ferrari comparé aux autres, tu vois. J'ai des amis qui ont des collections de 10, 15 Ferrari, qui les achètent neufs tous les ans, etc. Et il y en a aucun qui considère d'acheter la Luce, quoi. C'est dommage, mais voilà. Ils auraient pu faire une voiture avec un design beaucoup plus attirant, beaucoup plus focus sportif, tu vois. Bien sûr. Par exemple, on parlait tout à l'heure la Ferrari FF ou la GTC 4 Lusso qui étaient des berlines un peu break de chasse comme ça. Magnifique. S'ils avaient fait une Lusso électrique, ouais, ça aurait marché. Mais bien sûr, ça aurait marché. 100%. Au lieu de ça, ils ont fait une voiture qui ressemble à un smartphone. Qui a aucun code de design, ouais. Et parce que ça, alors pour le coup, si on revient très rapidement sur la Luce, l'intérieur, moi je le trouve plutôt réussi. L'intérieur, ça va, oui, ça va, ouais. Ça va. Ouais. C'est un mec qui avant bossé chez Apple, qui était sur le design. C'était le designer de l'iPhone. Voilà, designer de l'iPhone. Donc on retrouve effectivement. Johnny Ive, il s'appelle. Ouais, on retrouve certaines touches, du coup de Johnny Ive. Et mais par contre, l'extérieur, c'est une catastrophe. Mais j'ai entendu des rumeurs comme quoi Johnny Ive, en 2015, donc il y a 10 ans, 11 ans, il voulait sortir avec Apple une Apple Car. Oui, donc voilà. Ils avaient fait l'iPhone et derrière ils voulaient faire une voiture. Totalement. Et apparemment, d'après les rumeurs que j'ai entendues, les designs de la Luce, ce serait l'Apple Car qu'ils voulaient sortir il y a 11 ans. Et ça ferait du sens. Parce que ça pourrait être une voiture Apple quand tu la vois. Ça pourrait être, tu mets un logo Apple dessus et tu te dis voilà, c'est cool. L'iPhone de la voiture. Et limite, elle passerait bien. Ça serait une voiture un peu rigolote. Mais là, en fait, le problème, c'est le badge qu'ils lui ont mis dessus. Ouais, ça va pas du tout. Et puis, ils ont essayé ils ont mis les 4 phares ronds comme la Modena à l'arrière. Ils ont essayé de faire des trucs comme ça où t'as envie de dire,
Ouais, ça sert à rien, quoi. Vous faites le minimum. Moi, j'ai juste entendu par rapport à toi qui disais que de tout ton cercle, personne voulait acheter la Luce. Moi, j'ai eu un son de cloche aussi de certaines personnes qui ont des grosses collections Ferrari et qui disaient que potentiellement ils l'achèteraient parce qu'en fait, ils les ont toutes. Ouais, oui, alors voilà, si. Voilà. Là, t'as une petite poignée de clients qui sont des clients qui achètent toutes les nouvelles Ferrari qui sortent sans se poser de questions. Bon, bah voilà, là, ils Ils l'achèteront. sont illimités et ils la détestent, mais en fait, l'argent coule à flot et ils sont en mode c'est vraiment pas la norme, hein. Ça, voilà. je veux juste vous dire, mais Oui, clairement, c'est pas la norme, c'est quelques mecs très précis, des énormes collectionneurs Ferrari où ils sont en mode de toute façon, je les ai toutes. Bon, autant acheter celle-là comme ça j'ai vraiment la collection complète. Il y en a en gros, il y a trois types de clients d'après ma propre analyse, hein, mais il y a 3 types de clients Ferrari. T'as les personnes comme moi qui sont des passionnés à la base et à force de gravir les échelons et de réussir à économiser, etc., ils arrivent à s'offrir une Ferrari, peut-être une deuxième, peut-être voilà. Mais ça, c'est des passionnés et qui aiment la conduite, qui aiment l'objet, qui aiment l'histoire de la marque, etc. Ensuite, t'as des gens qui ont beaucoup plus de moyens et qui sont aussi des passionnés. J'ai des amis comme ça que tu connais, qui ont 5, 6, 7, 8, 10 voitures, qui sont avant tout des passionnés d'automobile. Et donc, eux, voilà, ils veulent même pas entendre parler des Luce et tout ça. Mais ils sont quand même clients de la marque, ils sont quand même, voilà. Et puis, après, t'as les mecs qui sont au-dessus et eux, ils ont juste des collections de 50 voitures et puis ils se posent même pas la question, la voiture, elle sort, ils l'achètent, etc. Mais ça, c'est vraiment pas la norme. Et c'est des gars qui, de toute façon, ne la rouleront pas, ils ne l'aiment pas. Ils la rouleront pas. Ils le voient presque comme un investissement où ils vont se dire, ça se trouve, la voiture va tellement bider qu'au final, personne l'aura et je serai un des seuls à l'avoir. Et du coup, j'arriverai à avoir un truc un peu collector. Mais voilà, c'était... on a le même avis. Je suis sûr qu'il y a énormément de gens aussi qui ont la même opinion par rapport à... Mais tu sais, j'ai souvent ce débat avec un collègue au bureau qui, lui, est très, très nouvelle technologie, tu vois. Okay. Lui, il trouve que tout ce qui sort, qui est nouvelle technologie, est mieux forcément que ce qu'il y avait avant. Okay. Donc, c'est un point de vue, tu vois. Donc lui, il a une Tesla, mais il aime aussi les voitures, voilà. Et donc, sur la Luce, on est d'accord sur le fait qu'elle est moche, que le design, il y a un truc qui va pas, qu'ils auraient pu faire quelque chose de mieux, etc. Mais lui, tu vois, il est de l'opinion de dire que si t'avais pas l'hybridation, tu pourrais pas aller en avant d'un point de vue technologie, parce que quand t'as sorti une GT3 avec 500 chevaux, qui est déjà parfaite, comment tu fais pour aller plus loin, tu vois? Donc, il y a plusieurs écoles. Là, tu peux dire, mais t'as pas besoin d'aller plus loin, tu peux rester là à l'infini, tu vois? Mais une entreprise, par définition, ils essaient d'aller plus loin, ils essaient d'innover, ils essaient de... Donc, c'est vrai que l'étape hybride était peut-être, on pouvait peut-être pas passer à côté, tu vois? Que ce soit Porsche, Ferrari, Lambo, etc. Oui et non, parce que quand tu vois que la GT3, au final, elle a 500 chevaux depuis je sais plus combien d'années. Ouais, mais justement, tous les ans, ils ont de plus en plus de mal à continuer à l'homologuer et à la garder au catalogue, tu vois. Là, ils disent que cette génération qu'il y a maintenant, ça va être, bon, ils disent tout le temps ça, mais là, ils disent que ça va être la dernière parce qu'ils voient mal comment, dans 5 ans ou dans 10 ans, ils pourront continuer à homologuer une voiture boîte méca, 500 chevaux atmosphériques, avec les normes de CO2, avec les normes de sécurité, parce qu'on parle des normes de CO2, mais il y a 1 milliard de normes, tu vois. Le fait d'avoir l'ADAS, d'avoir le lane assist, toutes ces conneries de technologie qui, moi j'aime pas, il y a des gens qui aiment, mais voilà. À un moment donné, t'y arrives plus, quoi. Tu vois, même si t'es Porsche, même si t'as les meilleurs ingénieurs, même si t'as tous les moyens que tu veux, il y a un moment donné où t'arrives plus à homologuer ça, quoi. Et je pense qu'on y arrivera. Bon les gars, non, on a juste été coupé dans la vidéo parce qu'il y a mon tournage qui suit, qui arrive, donc ça s'enchaîne, c'est un peu l'usine. Mais non, en fait, je pensais que c'était une vidéo super intéressante à faire avec Christophe aussi, parce que t'as de la crédibilité dans ça, parce que t'as eu des vieilles Ferrari, t'as tes accès chez Ferrari, tu vois, enfin, t'es invité pour essayer les nouvelles Ferrari, etc. Donc c'était intéressant d'avoir ton avis effectivement sur la chose. Donc si on peut conclure. Oh, évidemment, on préférait ce qu'il y avait avant. Il y a encore des super voitures qui sortent. C'est juste que elles sont peut-être un peu plus compliquées à atteindre en termes de prix. Et elles s'éloignent peut-être un petit peu de notre vision, on va dire, puriste qu'on pouvait avoir. Mais voilà, rien vous empêche d'acheter une voiture un peu plus ancienne à la fin. Au final, vous achetez une 911 comme celle que t'as et d'où vous avez vu la vidéo la semaine dernière. Une F430, une Modena, aux alentours des 100 000 euros, ça se trouve. Voilà. C'est quand même beaucoup d'argent, mais je veux dire, c'est pas comme maintenant où une 296 avec beaucoup d'options, ça te coûte 500 000 euros, quoi. Exactement. Donc, faites vos recherches un peu. Merci beaucoup à Christophe, encore une fois, de s'être prêté au jeu et d'avoir un peu discuté de ça. Comme on disait,
On peut parler de ça pendant... Ah, moi, je peux parler de ça pendant des heures et des heures. Bah peut-être qu'on fera une partie 2. Peut-être qu'on fera une partie 2. Dites-nous en commentaire si vous aimez ça. Je mets de nouveau le Insta de Christophe juste en dessous. Mon Insta aussi. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo, à nous dire du coup en commentaire ce que vous avez pensé. Et si vous n'êtes pas du tout d'accord avec nous, bah dites-le nous aussi. Ça peut être le moment d'interagir et d'échanger un petit peu. Abonnez-vous à la chaîne et bah, partagez-la au plus grand nombre. Et nous, on se retrouve une prochaine fois avec Christophe. Avec grand plaisir. Super. Pour la prochaine. Ciao les gars.